parrainer. C'est-à-dire que si on fait, parce que le président Paul Biya a fait la cour aux investisseurs étrangers, mais comme s'il n'avait pas de Camerounais qui ont assez de moyens pour pouvoir investir dans ce pays. Il y a des gens qui investissent dans ce pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est justement, ils veulent ce genre de tribune pour valoriser leurs idées, pour poser les problèmes au chef de l'État. Parce que nous avons des problèmes, nous avons des doléances à soumettre au président de la République. Comme Jean-Robert Waffa parle de cours d'investissement au Cameroun, oui, il y a des choses qu'il faut revoir là-dedans pour inciter à l'investissement. Alors, vous savez, le Cameroun a la chance d'avoir un marché formidable qu'on appelle le marché nigérian. Malheureusement, on va demander aux gens qui sont à 1000 lieues de nous de venir investir chez nous, alors que juste à côté, vous avez des Nigériens. Voilà, vous voyez le marché nigérian. Qu'est-ce qu'on a fait de cet axe Yaoundé-Abuja qui pourrait, sur le plan économique, permettre au Cameroun de pouvoir écouler vers ce pays-là qui en est demandeur les produits sur l'investissement. Ça, c'est d'un. De deux. OK, on est sorti de ce forum de Yaoundé avec quelle résolution? Aucune résolution. Finalement, ça a été un forum comme tous les autres. Je pense que plus efficace encore, on a ce forum économique qui a lieu chaque année à Douala et qui est présidé par le chef du gouvernement. Dans le dernier Doing Business, le Cameroun est parti de la 158e place à la 172e place, ce qui n'est pas bon, c'est pas flatteur. Sur le plan du marketing du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Comment les gens nous voient à l'étranger? Vous savez, j'ai eu l'honneur d'assister au mois de mai l'année dernière au forum économique organisé à Houston aux États-Unis par la Chambre de commerce Afrique-États-Unis. Et justement, au cours de ce forum, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs pakistanais, indo-pakistanais, américains qui me disaient, lorsque je suis monté sur la tribune, me parler de mon expérience en tant que quelqu'un qui est parti de la diaspora pour rentrer au Cameroun, recommencer tout à zéro et investir dans le secteur de l'audiovisuel. Et des gens me disaient, mais quand tu pars de ton pays, ça a l'air tellement beau, mais c'est pas ce que nous on sait de ton pays. Vous savez, le problème que les gens ont là-bas, c'est que, en fait, c'est que votre pays n'a pas une lisibilité politique parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après le chef de l'État qui est là en ce moment. Ça, c'est un véritable problème. Ça peut décourager les gens. Alors, on vous dit, nous connaissons au Ghana comment se fait l'association, non, c'est comment on devient président de la République en Afrique du Sud, mais on ne sait pas comment on devient président au Cameroun. Et là, ça nous pose un véritable problème. Pouvez-vous nous en dire un mot? Vous voyez, vous êtes un tout petit peu embarrassé parce que vous qui êtes Camerounais, vous saurez quoi dire à cet investisseur. Et c'est du sérieux ce que j'ai en train de vous raconter. C'est vraiment du sérieux. Je pense quand même que si le politique pouvait avoir une certaine clarté dans la gestion des affaires de la République, si on avait les mécanismes de succession qui étaient clairs et lisibles, cela pourrait intéresser les investisseurs internationaux. Parce qu'un gars vous dit, bon, je venais investir 50 milliards, 100 milliards de ma fortune au Cameroun, mais à tout moment, ça peut basculer dans la violence, dans l'instabilité politique. Il y a ça également qui compte. Mais est-ce que nos experts ont tenu compte de cet aspect des choses? Non. Maintenant, au niveau de la viabilité de l'investissement, est-ce que l'État du Cameroun protège suffisamment l'investissement? Là, il y a un véritable problème. Alors, je vous parle. La Sosucam est en train de souffrir à cause justement de la contrebande qui a envahi le marché camerounais du sucre. Alors, on a plus de 60 tonnes de sucre, 60 000 tonnes de sucre qui sont stockées dans les entrepôts qui cherchent preneurs. En 2014, c'est Simencam qui en souffrait. Le ciment de la contrebande avait envahi le marché camerounais. Simencam a eu de la peine à écouler ses stocks et ça a été une véritable catastrophe de ce côté-là. Allez vous renseigner. Sur le plan, dernièrement encore, les cigarettes camerounaises en souffraient. Vous avez des gens qui paient régulièrement les impôts, qui sont régulièrement sur le marché, mais qui sont défiés par des produits illicites qui entrent sur le marché par des voies un peu contournées. Alors, que fait l'État du Cameroun? Est-ce que Paul Biya a tenu compte de cet aspect des choses-là pour protéger justement ceux qui sont en droit avec la fiscalité, avec la réglementation en vigueur? La contrebande est reine sur le marché camerounais. Le commerce est dominé par les produits de la contrebande. Tous les jours, le ministre du Commerce sort les arrêtés. Oui, tes produits est de la contrebande, mais qu'est-ce qu'on fait? Lorsque c'est lui à la radio, est-ce que ces produits sont retirés du marché? En ce moment, il y a des biscuits de la contrebande sur le marché camerounais. Qu'est-ce qu'on fait? Des biscuits et des chocolats du comme l'a dit Jean-Robert Wafo, le cadre juridique, juridictionnel, judiciaire, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'on a, dans nos juridictions, une section de la justice camerounaise qui s'attaque justement à ce genre de situation? Est-ce que Paul Biya pensait qu'il fallait créer justement dans les tribunaux camerounais une section de la justice qui s'attaque uniquement aux affaires commerciales? Ben oui, il n'y a pas de tribunal de commerce. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez, ce qui fait que finalement, quand vous arrivez devant un magistrat avec moi, j'ai investi au Cameroun, voilà, depuis 13 ans, je suis là, mais il y a un produit ici qui est arrivé sur le marché, je souffre énormément de cette concurrence-là. Le magistrat vous dit, bon, ok, il faut que je me refais à des experts, et ça prend le temps que ça prend. Entre-temps, la contrebande liquide se contenait sur le marché camerounais. Qui encourage la contrebande au Cameroun? Que se passe sur le frontière du Cameroun? Est-ce que nos frontières sont assez sécurisées? Là est toute la question. Posez-vous la question. Je vous dis qu'en ce moment, la contrebande est devenue le cancer de l'économie nationale, le cancer de l'investissement. Et on n'en a pas parlé au forum de Yaoundé. Pourtant, c'est un problème majeur. Donc, voilà, ok. La lecture que nous, au Manidem, on a fait de cette conférence est laquelle? Premièrement, convenons que ce n'est pas à coup de conférence qu'on va développer un pays. Et les investisseurs n'ont pas besoin de ce genre d'instance. Ils se connaissent très bien. Un investisseur sérieux
avant de mettre les pieds chez vous, a ces mécanismes de renseignement. Il sait très bien ce qui se passe. Maintenant, moi, je veux juste résumer ce que j'ai entendu à vous. Et surtout, je me réjouis de ce que le membre du comité central du RDPC... Qui est également un opérateur économique. Voilà, peut-être là. Je dis la vérité. Là, c'est peut-être l'opérateur économique qui a parlé, qui a Exactement. reconnu que qu'est-ce qui intéresse les investisseurs, les autres panélistes l'ont dit, c'est le climat sociopolitique qui règne dans le pays. C'est lui qui rassure l'investisseur en premier lieu. On a entendu qu'un investisseur a envie de savoir quels sont les mécanismes d'alternance au niveau du pouvoir politique. Alors, s'il n'a pas cette assurance-là, il ne fait rien. Maintenant, nous sommes obligés de faire certaines conclusions. Pourquoi donc cette conférence? Une conférence qui déjà, quand on regarde bien ce qui s'est passé, 3/4 des participants n'avaient rien à y faire. C'était des fonctionnaires, les amis de M. Mouté, tout le gouvernement mis en branle avec des effets de médiation. On était un pays sérieux. On n'aurait même pas besoin de tant de médiatisation. Wafo l'a dit tout à l'heure, en 34 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc il faut une conférence comme ça pour faire tout un random. C'est un ami qui me disait tout à l'heure que quand a bien regardé cette conférence, il a l'impression que nous étions à une cérémonie de présentation des vœux au président de la République. Pourquoi tout cela? Pour aboutir à quoi? À rien, parce que ce n'est pas de ça que l'investisseur a besoin. Il a ses mécanismes de renseignement. Dans un pays où règne la contrebande, il le disait tout à l'heure, la corruption. Quand un investisseur vient avec 30 milliards de francs, il faut qu'il prévoie 10 autres milliards pour corrompre à gauche et à droite. Quand il mettra ses camions en route pour l'Ouest, si ces camions vont faire 2 heures sur le pont, il ne viendra pas investir. Donc, mettez d'abord tout ce contexte. Assainissez ce contexte-là. Parlant justement du reste. Maintenant, maintenant, eux, ils parlent beaucoup. Il faudra allez-y. beaucoup parlé. Allez-y, monsieur Bédimo. Oui, je vais conclure comment. Lui, il a commencé à lui dire, maintenant, il faut regarder quel était le but profond de cette conférence. À notre avis, il y a des relents cachés de campagne électorale derrière, parce que en termes de retombées, mais bien sûr, il commence à préparer, c'est pour montrer que Paul Biya peut investir, ce qui ne donnera d'ailleurs rien. Non, 2 ou 3 mois après, on n'en parlera plus. Il y a eu effet d'annonce et rien que. S'il veut utiliser, j'ai la parole. Je vous en prie. Si le RDPC veut utiliser cela, attendez. Si le RDPC veut utiliser cela pour n'est-ce pas, battre campagne, c'est un échec total. Et ça s'est transformé en pétard mouillé. Parce que nous, on va leur demander tout simplement où sont passés les 102 milliards que le président de la République a promis le 10 février. Pour les jeunes. Dans le 10 février 2007. Pour, comme plan d'urgence des jeunes, plan d'urgence spécial des jeunes. Où sont passés les 925 milliards du plan d'urgence de 2015, donc de la relance de la croissance de l'économie. Non, écoutez, il ne peut pas utiliser ça. Moi, ce que je vais dire, vous avez parlé du pont du Vouri. Très bel exemple. Très bel exemple. Nous avons mis combien de temps? Le pont n'est même pas encore à 40% dans de taux de réalisation. Je vais prendre un exemple clair. Le cas de l'Égypte. Le deuxième canal de Suez. Le deuxième canal de Suez, on attendait dans l'inauguration en 2017. Le président Al-Sisi arrive. Il dit, OK, il mise sur l'effort collectif et national. Il s'adresse aux Égyptiens. Il dit, OK, j'ai besoin de vous. Résultat, c'est-à-dire que le pont a coûté 9 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 5 000 milliards de francs CFA. 80% de ce projet a été porté par les particuliers et 20% par les entreprises nationales. On attendait que ce pont soit inauguré en 2017. On a inauguré, donc on a lancé ce pont en 2015. En 2016, 12 mois après, le pont était livré. Le pont était inauguré. Résultat de course. C'est depuis 2015 que ce deuxième canal de Suez est fonctionnel. Il y aura 50 navires supplémentaires. Il y a 50 navires supplémentaires qui circulent en parallèle de l'ancien canal. C'est-à-dire, et ils attendent quoi? En 2023, les 9 milliards de dollars qui ont été supportés à 80% par les particuliers égyptiens et à 20% par les entreprises nationales, ça va rapporter 13,2 milliards de dollars. Donc vous vous rendez compte? C'est-à-dire, en moins d'un an, on a pu construire le deuxième canal de Suez, qui est long de 72 km.
Il dit de 72 km, parallèlement avec l'ancien canal. Le pont du Vouri, là, qu'est-ce qu'on picole là-bas depuis? Alors, Robert, un investisseur, par exemple, qui décide, ça c'est pour chuter, un investisseur qui décide, par exemple, d'installer son usine de production à Bonabéry là-bas. Mais pour écouler ses produits ici en ville, mais écoutez, c'est ça la faillite totale. Donc, moi, je vais dire une chose. Et vous savez pourquoi il a fait? C'est parce que les Égyptiens font confiance en leur administration. Ne changez pas de Les Camerounais ne pourront pas le faire. Si on lance cet effort collectif au Cameroun, je vous en prie, si on lance cet effort collectif au Cameroun, les particuliers ne vont pas souscrire parce qu'ils sont convaincus que l'argent ira dans les poches des fonctionnaires. Merci, monsieur Jean-Robert Wafo. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Cyril a dit tout à l'heure, contrebande et autres. Tout ça, c'est l'homme. La contrebande, c'est vrai, mais je pars plus loin. Il n'y a pas que la contrebande. Quand vous partez acheter une boîte de lait fabriquée au Cameroun, à Malabo, vous payez la douane ici au Cameroun, elle coûte moins cher que celle qui est fabriquée au Cameroun. Donc il n'y a pas que la contrebande, il y a même la fiscalité, il y a beaucoup de paramètres. Il y a des entreprises qui ferment parce qu'au niveau de la fiscalité, il y a des monstres qui sont cachés derrière ces administrations. Il faut le dire. Les monstres qui sont des militants de je dis ceci, j'en reviens. Donc je dis ceci, il y a par rapport au sommet de Yaoundé, personne parmi nous n'a été invité. Moi non plus, je n'ai pas été invité parce que je n'ai pas reçu le carton. Cyril, opérateur comme moi, n'a pas été invité. Mais laissez-moi parler. L'administration. Je voudrais dire ceci. Cette tribune doit nous permettre à nous autres de faire des propositions pour avancer. Ce qui n'a pas été dit là-bas, ou on n'a pas voulu dire là-bas, on doit le dire ici. Moi, j'estime que dans ce genre de forum, il y a deux facteurs importants qui concernent les opérateurs économiques. Il faut des sources de financement. Quand la loi 2013, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, quand une entreprise a signé une convention avec l'État, l'État doit encourager, exhorter les banques à financer les projets validés par l'État. Parce que déjà pour monter le dossier, on vous demande combien vous avez pour réaliser votre projet. Si vous n'avez pas d'argent liquide disponible, on n'étudie pas votre dossier. Voilà une première erreur. Il faut étudier tous les projets parce qu'il y a de très bons projets pour le Cameroun. L'État doit justement mettre la main à la pâte pour imposer que les projets validés par l'État, à travers le ministre de l'Industrie et le ministre des Finances, doivent trouver financement dans les banques locales. Ça, c'est un point. L'autre point, j'ai dit, c'est l'homme. Il y a beaucoup de projets au Cameroun qui foirent à cause des hommes. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure concernant le service de douane qui bloque ce qui est signé par le ministre des Finances, le patron. Je peux prendre d'autres cas comme ça, les 5000 logements d'Olembe, les abattoirs de EMSA, Nord et autres, où ça se bloque à cause de l'homme. On ne veut pas donner des garanties. On ne veut pas signer des garanties non l'État. On ne voudrait pas donner la quote-part de financement de l'État. Et le projet tombe. Donc, il faut essayer d'aller dans le sens de mettre moins d'administration dans les conventions et dans tout ce qui est signé. Quand c'est signé, il n'y a plus à revenir vers une autre administration. Et limiter et rendre les choses avec des chronogrammes bien précis. Parce que quand vous montez un dossier, on vous dit, dans les 3 mois, il doit aboutir. S'il n'a pas abouti, c'est considéré comme abouti. Il faut mettre ce genre d'outils pour imposer de faire avancer les choses. Le gros problème des Camerounais, ce n'est pas la création. Même Barroso l'a dit. Les gens sont très créatifs. Maintenant, il faut financer derrière. Si on vous demande de financer un bon projet que vous avez alors qu'on n'a pas d'argent, vous avez les idées, c'est l'État qui doit aider les gens à le faire. Donc, ce forum devait remettre en relève ce genre de choses pour encourager les jeunes promoteurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent, ce n'est pas les promoteurs, ce n'est pas les industriels, c'est les fonctionnaires qui ont beaucoup d'argent. Mais eux ne peuvent pas investir parce que dès qu'ils vont mettre un investissement, tout le monde va voir et on va dire, ah tiens, tu as pris l'argent. Donc, du coup, l'argent ne prend pas. Mais c'est clair, je ne t'apprends rien, tu le sais bien. Mais c'est les milliardaires. Donc, il ne faut pas venir sur des plateaux faire la politique d'Autriche. Des gens qui gèrent. Les gens qui gèrent. Non, je voulais vous faire répéter. Laissez-moi parler. On n'est pas à l'école. Je dis bien, et je parle avec clarté, les gens qui gèrent des gros montants d'argent, ceux qui ont de l'argent. Donc, et qui sont ceux qui gèrent? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas Cyril. Donc, quelque part, je pense qu'il faut revoir ces deux points, financement et la présence de l'homme, et particulièrement de l'administration, où il faut mettre tout en œuvre pour qu'il y ait moins d'administration, beaucoup de fluidité, moins de présence, moins de paperasse. Et je peux vous garantir que beaucoup d'opérateurs ne souffrent pas que de beaucoup de l'administration, même fiscale. La fiscalité aujourd'hui est devenue telle que, le fait qu'ils aient ce qu'on appelle le privilège du trésor, parce qu'ils doivent venir vous faire des contrôles, ils sont libres de vous bloquer, fermer vos entreprises, bloquer vos comptes.
On donne à un individu qui ne voit pas l'intérêt du Cameroun par aller fermer une entreprise qui a des Camerounais qui nourrissent tous les jours. Mais je crois qu'il y a quelque chose à faire. Il faut revoir le code des investissements. Voilà les choses sur lesquelles on devait déboucher. Moi, j'ai suivi les résolutions finales de Kali Barroso. Bon, je suis on parlait justement de fiscalité dans ces résolutions-là. Donc, à la fin de cette conférence, des résolutions ont été prises, entre autres, être davantage aux côtés du secteur privé, mais également encourager les investissements par des facilitations fiscales et administratives, avec en prime une administration performante. Est-ce que ce n'est pas finalement ça le véritable défi après cette conférence, transformer les résolutions en réalité dans le contexte camerounais? On sait bien ce qu'on fait des résolutions. Ben, malheureusement, à chaque fois que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a toujours pris part a toujours été impliqué personnellement dans une initiative comme celle-là, malheureusement, la célérité dans la mise en application des choses n'a pas été la chose la plus partagée. Oui, c'est toujours bien des résolutions comme celle-là, mais à quand leur mise en application? Ça veut donc dire que si demain je lance une nouvelle entreprise, ça va se passer ainsi? Non, il faudra encore attendre. Je ne veux pas revenir ici sur le chapelet des choses qui ont été annoncées, qui n'ont jamais été mises en application. Vous savez que l'une des merveilleuses idées du chef de l'État, notamment à l'endroit de la jeunesse, était justement que les jeunes qui vont s'engager dans l'entrepreneuriat vont bénéficier de beaucoup d'accompagnement, notamment sur le plan des engagements sociaux de leur personnel, que l'État supporterait pendant 2 années. Qu'en est-il aujourd'hui? Essayez ça, vous allez voir, on vous ferme le lendemain, mais les gars de la CNPS, ils vous ferment le lendemain. Alors, le président de la République a fait de très belles annonces, mais quand est-ce que les fonctionnaires, quand est-ce que les administrations vont mettre ça en application pour alléger la tâche aux jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Là est toute la question. On n'avait pas besoin de ce forum de Yaoundé. Je pense que le président Biya, depuis quelques années déjà, sur le plan de l'économie, a pris de très bonnes résolutions, mais qui ne sont pas mises en application. Moi, c'était un forum de plus, parce qu'il y en a. Chaque année, il y a le forum économique qui est organisé à Douala, et qui est présidé par le chef du gouvernement. Chaque année, il y a des rencontres de ce genre-là. Mais je pense que le Cameroun devrait beaucoup plus gagner à faire son marketing, parce que tout le monde sait qu'il y a une pression fiscale au Cameroun. J'ai fait oui, tout le monde le sait. C'est quand vous parlez de business au Cameroun, on dit, ah, dis donc, avec vos impôts. Vous savez ce qu'on dit de vous? Ben, je venais investir chez vous, un matin, un fonctionnaire, cela vient me fermer. Tout à fait. Alors, c'est quoi la procédure pour me fermer une entreprise? Quelle est la procédure en la matière? Est-ce que justement, il y a un comité d'arbitrage, une structure d'arbitrage pour ce genre de conflit? Lorsqu'on vous scelle votre magasin pendant 2, 3, 4 semaines, un fonctionnaire se lève, il le scelle. Il a ses bonnes raisons de le faire. Maintenant, est-ce que lorsque vous êtes décelé, le manque à gagner, est-ce qu'on a vu tout ça? Donc je pense quand même que sur le plan, tout se passe au niveau de la volonté étatique. Je dis sur le plan juridictionnel, il faut que ce soit clair. On dit, Monsieur Bojiko, pour que Balafon soit scellé, voilà les procédures. Comme le Code du travail a dit que pour qu'un entrepreneur soit mis à la porte, voilà la démarche. C'est-à-dire que tous les patrons s'y conforment, il n'y a rien à faire. Mais sinon, vous aurez toujours ces gens qui... Il y a l'arrogance des administrations au Cameroun. Et le président lui-même l'a décrié le 31 décembre. L'arrogance de l'administration. Il sait bien de quoi il parle. Il est suffisamment renseigné. L'arrogance de l'administration. Quelqu'un se lève un matin, il ne sait pas ce que vous endurez pour créer une entreprise, vos engagements vis-à-vis des banques, et il décide de vous fermer. Il bloque les comptes. C'est compliqué, vous voyez. Ça n'incite pas, malheureusement. Ça n'incite pas. Je pense qu'il va falloir redéfinir tout ça. Et je pense que Paul Biya devrait, dans l'urgence, convoquer les investisseurs nationaux, chacun dans son domaine, pour une concertation. Discuter avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre problème? On va lui dire, Monsieur le Président, voilà les problèmes. Sur le terrain, voilà la réalité. Pas les rapports qu'on vous envoie. Voilà notre quotidien en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Et en ce moment-là, le Président aura la sagesse de donner une autre voie qui mettra. Et vous allez voir comment les gens, les Camerounais sont extrêmement riches. Ils ont beaucoup d'argent. Vous comprenez? Vous vous rendez compte, vous dites, Monsieur Wafo est là, Monsieur Mouté est là, Monsieur Edimo est là, Monsieur Edimo. Un monsieur comme Dampulo, qui fait partie des 2 plus grosses fortunes d'Afrique francophone. Parce que les 2 premiers sont des Camerounais. Foucault Camerounais et Dampulo. Mais Dampulo a 90% de ses investissements hors du Cameroun. Ça vous dit rien là? Est-ce que Biya a eu un jour l'occasion d'appeler ce monsieur pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'investis pas au Cameroun? Tu n'investis pas dans ton au Cameroun. pays. Vous voyez un monsieur comme ça qui est l'une des plus grosses fortunes d'Afrique. Il est Camerounais, mais on ne le connaît pas au Cameroun. Tous ces investissements, c'est dans les pays Afrique du Sud, le Nigeria, Ghana, ainsi de suite. Et au Cameroun, il a un problème avec un ministre depuis des années pour une histoire d'Autriche. Vous vous rendez compte? Un monsieur comme ça, combien d'emplois? Moi, je suis allé en Afrique du Sud, j'ai dormi dans ces hôtels, j'ai dormi j'ai visité ces entreprises. Vous savez combien de Sud-Africains il emploie? Ce monsieur peut résoudre une bonne partie des problèmes de chômage au Cameroun. Si le chef de l'État savait lui faire la coupe, il vient investir au Cameroun, je vais te faciliter la tâche. Il n'y a pas que lui. Il faut qu'un Camerounais ait beaucoup de biens hors du Cameroun. Hein? Alors, on recense tous ces Camerounais qui ont investi à l'étranger. On leur dit, revenez au Cameroun. Parce que justement, le Cameroun est une terre d'attractivité. Ça, c'est vrai.
Le Cameroun l'est. Mais le problème, c'est qu'on a une administration qui est dissuasive, malheureusement. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes déjà agacés par ce discours-là, que Paul Biya, lui, il est tout beau. Quand il fait, on a cité plein d'annonces qu'il fait là. Vous pensez que c'est des annonces et nous, on n'a pas l'impression. Nous pensons que c'est juste des effets d'annonce. Parce que s'il y a une réelle volonté politique derrière tout cela, on n'en serait pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit plein de bonnes choses, comme Cyril vient de le dire, non suivi d'effets. Et pourquoi ce n'est pas suivi d'effets? Parce que nous commençons à être convaincus, que nous le sommes même d'ailleurs depuis, que celui qui parle le plus d'inertie est la principale cause de l'inertie dans ce pays. Il n'a aucune volonté de faire marcher les choses. Il peut faire ses déclarations, ses effets d'annonce, si elles ne sont pas suivies d'effets. Monsieur, vous n'arrêtez pas de parler de l'administration qui est obèse, tatillonne, qui bloque tout. Mais à ce qui est responsable de tout ça, qui nomme ces administrations-là? C'est le bien. Alors, moi, je vais dire une chose. Oui. Je crois que le Manidem, on reviendra avec Manidem n'est pas en adéquation avec le sujet. D'accord, attendez, Jean-Robert Wafo. Donc Cyril Bojiko parlait tout à l'heure des investisseurs camerounais qui préfèrent investir ailleurs et créer des emplois ailleurs, réduisant le chômage ailleurs. Maintenant, dans le contexte camerounais, le contexte qu'on connaît, lourdeur administrative, climat des affaires pas très viable, déficit énergétique, vous pensez que les investisseurs étrangers qui sont venus de partout là, pour assister à la conférence de Yaoundé, combien sont prêts à ouvrir leur portefeuille et à investir au Cameroun? J'ai peur qu'il y en ait très peu, pour la simple et bonne raison qu'ils l'ont dit tout à l'heure, je confirme. La situation du Cameroun, ce n'est pas cette conférence qui va mettre en exergue la situation du Cameroun. Les investisseurs savent ce qui se passe au Cameroun. On ne peut rien leur cacher. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit, dans les points positifs que j'ai soulignés la sortie du président pour faire l'action de marketing, la loi 2013, du 18 avril 2013, qui incite à l'investissement privé. C'était une bonne tribune pour en parler, mais malheureusement, il y avait très peu de PMI nationales pour suivre tout ça. C'était une très très bonne tribune, la venue des personnalités étrangères. Je me suis limité à ça. Mais je ne suis pas sûr que au sortir de cette conférence, on va voir des multinationales affluer au Cameroun, je ne pense pas. C'est là où je pense que les choses ont été faites à moitié, parce que c'est les Camerounais qui investissent au Cameroun, qui sont là, qui devaient venir, et devaient poser leurs problèmes pour que l'État et la mission trouvent des solutions. Donc je crois que ces gens qui investissent à l'étranger, beaucoup ont des multinationales qui sont déjà ici, qui ont des filiales au Cameroun. Je ne pense pas qu'il y en aurait d'autres. Il faut encourager la promotion des promoteurs camerounais. C'est très très important que l'administration soit moins présente, je l'ai dit. Vous voyez, il a pris le même exemple. Il y a des systèmes de fonctionnement de lourdeur dans notre administration qui font que vous êtes une entreprise, vous avez passé le temps à démarrer votre entreprise, à essayer de vous mettre au niveau. On vient vous faire un contrôle il y a 5 ans en arrière. On vient vous dire il y a 5 ans en arrière, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors, il faut déjà se retrouver. C'est vrai qu'il faut tenir les livres comptables à jour, mais il faut se retrouver. Et après, le système qu'on a remarqué, c'est que le fonctionnaire des impôts, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve... vous ne pouvez pas faire un contrôle et sortir là en disant non, tout est bien. Ils vont vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et il gonfle. Une fois qu'il a gonflé, vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous donnez combien à l'État, vous me donnez combien? Voilà tout ça, ça plombe le système quand on parle de l'administration. Ce n'est pas le ministre en haut qui a signé, c'est l'inspecteur des impôts qui est aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises et autres, qui te dit, bon voilà, j'ai fait le contrôle là, la loi, il vous sort. Comme ils savent que la loi des finances n'est pas très vulgarisée. Bon, c'est vrai que le ministère des Finances part au GICAM essayer d'en parler, mais on devait faire des séminaires, des symposiums partout sur l'ensemble du territoire pour que les commerçants, les boulangers, les pâtissiers, les garagistes et autres, tous doivent pouvoir venir s'imprégner de la loi de finances, parce que la méconnaissance de cette loi fait que vous tombez devant un inspecteur, il vous sort d'une série de lois que vous ne connaissez, de textes, de chiffres que vous ne connaissez pas, et il vous dit c'est ça. Si vous partez devant, tant pis, on va vous tuer là-bas. Finissez ici avec moi. Donc vous comprenez, c'est un système qui, quand une année est passée et qu'on a fait le bilan, on a bouclé, on passe. L'histoire de revenir en arrière, ça crée un business fou. Ah oui, ça c'est important. Ça crée un business fou, je vous dis. Parce que les fonctionnaires des impôts, comme le ministère des Impôts, par exemple, la gestion générale des impôts, a informatisé beaucoup de choses. Ils n'ont plus beaucoup d'endroits où il faut aller taper. Ils rentrent dans les archives.
pour vous créer des situations terribles. On vous parle de dettes, de dépenses que vous ne comprenez pas. Le temps même d'essayer de comprendre, ils vous ont déjà fait des sommations, ils ont déjà écrit à vos banques, ils ont bloqué les comptes et tout, parce qu'ils ont ce pouvoir. C'est pas normal. On devait protéger les opérateurs qui investissent, qui créent la richesse, qui créent les emplois. L'idée était bonne, Jean-Robert Wafou, mais au finish, toute une conférence pour rien. On sort de ce sujet par là. Rien, puisqu'on n'a pas pu lever un seul milliard de francs CFA. On n'a pas pu le faire. Dommage. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'on essaie de faire la balance entre ce qu'on a investi pour gagner cette conférence et ce qu'on a tiré de cette conférence. Parce que j'ai bien peur que ce soit le peuple qui est trinqué à travers l'argent qu'il a mis. Parce que ces gens-là qui dépensent l'argent, ils font toujours comme si c'est leur propre argent, parce qu'ils sont là, ils peuvent décider. Mais il faudrait qu'ils rendent compte. Voilà, moi je dis le principal problème également, c'est l'impunité. Regardez, durant cette conférence, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 25 minutes de coupure de lumière, non? Les investisseurs sont là, on coupe la lumière, le chef d'État est là 25 minutes. Et il y a une tablette volée. Je vous en prie, qui on a sanctionné après? Pourtant, il me souvient que lors de l'ouverture de la CHAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, au Rwanda. Oui, au Rwanda, il y a une coupure de lumière. Kagame a convoqué tout ce qui est en charge, n'est-ce pas, de mettre sur pied, ministre, tout le monde. Il est personnellement entendu, il a jeté les gens en prison. En prison, oui. En prison. Et qu'est-ce qu'il avait dit? On ne joue pas avec l'honneur de mon pays. On ne joue pas avec l'honneur et l'image du Rwanda. Voilà. Vous avez des investisseurs. Même ceux qui ne savent peut-être pas qu'il y a des délestages au Cameroun, mais le jour ils vont savoir qu'il y a des délestages. Ils vont se dire, mais écoutez, s'il y a des délestages quand leur président est là, combien de fois quand il n'est pas là? Mais ça veut dire que c'est la catastrophe ailleurs. Donc, je dis, on ne va pas seulement accuser l'administration. C'est vrai qu'elle a sa part de responsabilité là-dedans, parce que ce qu'on appelle administration, moi j'appelle ça les militants, c'est une colonne du RDPC qui allait, n'est-ce pas, occuper dans les postes de responsabilité, mais avec tout ce qu'on a comme bon. Parce que les vrais, je parie, quand M. Mouté, militant du RDPC, moi, je n'ai pas une vision manichéenne de la vie politique qui consiste à dire tout est mauvais là-bas, en face de moi, et tout est bon de mon côté. Je suis d'avis, il y a des militants là-bas, chez eux, qui disent la vérité. Par exemple, M. Mouté, il a un esprit critique. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait vanté, comme on en trouve souvent sur les plateaux de télévision. Tout est beau, tout est bien, Dieu et tout. Non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il faut qu'on fasse très, 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 très attention. Et moi, je vais dire, ce qui est curieux, c'est une absence de confiance. On n'a plus confiance en l'État. Même cette administration n'a plus confiance au président de la République, comme au Premier ministre. Voyez-vous, dans le cadre, par exemple, des collectivités, je vais faire une petite digression. Le Premier ministre a signé un décret qui reverse les marchés aux communes. Il était question que le MINAT et le MINFI et le MINCOMMERCE soient chargés de l'application de ce décret. On l'a jamais fait. Deuxième chose, Madame Léla, le président de la République lui-même a signé un décret fixant les salaires des magistrats municipaux, donc maires et adjoints, délégués du gouvernement et adjoints aux délégués. C'est depuis septembre 2015. 8 mois après, c'est pas opérationnel. Les gens se sont dit, on s'en fout, bientôt il va même mourir. Voilà ce que les gens... Voilà comment ils raisonnent là-bas. Donc, et pourquoi ne voulez pas que également les investisseurs étrangers se posent des questions politiques? Oui, ça c'est clair, parce qu'au-delà de la mauvaise appréciation des organes de notation, qui influence négativement l'image du Cameroun, il y a aussi l'incertitude politique post-bière. L'incertitude politique, et comme vous l'avez dit, oui, quand vous étiez en Afrique du Sud, mais écoutez, mes convictions judéo-chrétiennes m'empêchent de souhaiter qu'un individu décède, même si cet individu est mon adversaire. Mais Madame Léla, il peut arriver un matin qu'on n'entende plus parler du président de la République. Il a 83 ans, c'est l'âge d'un patriarche. Donc, en Afrique, à 83 ans, on est un patriarche. Et c'est parce qu'on atteint un certain âge qu'on commence à préparer son testament, bien avant même. Mais il peut arriver qu'un matin, on n'entende plus parler du chef de l'État. Qui va constater la vacance du pouvoir? Je pose cette question. Mais attendez, mais M. Cyril Bodjiko, moi, Camerounais, je me pose cette question. Plusieurs Camerounais se posent cette question. Combien de fois l'investisseur étranger qui va constater la vacance là? Moi, je peux dire il y aura ce qui va se passer, M. Sidi Bodjiko, je veux donc chuter, ce qui va se passer en cas de vacances de pouvoir, parce que le Conseil constitutionnel n'existe pas encore. Pourtant, toutes les pièces de puzzle sont présentes. C'est qu'il y aurait une déflagration sociale 100 fois pire que Boko Haram. Parce que ceux qui sont là, à partir du moment où le président de la République, qui les a fait rois, donc je veux dire vice-roi,
est là et on ne le respecte pas, ça veut dire quoi? Les gens attendent qu'il passe. Et dès qu'il va passer, vous allez voir. La cinquième colonne va réagir. Non, je vais nuancer ce que... Non, attention. Je vais nuancer ce que va faut dire. Parce qu'en fait, il y a des mécanismes constitutionnels qui existent. Qui dit quoi? Il y a un Sénat, il y a un président du Sénat, constitutionnellement, qui doit organiser les élections pour un nouveau président. Maintenant, avant d'organiser les élections, il faut d'abord constater la vacance. Non, je vais terminer. Qui va constater la vacance? C'est le Conseil constitutionnel, M. Moutet. C'est pas le débat. Qu'est-ce que le président de la République, M. Moutet, attend? Qu'est-ce qu'il attend, M. Moutet, pour désigner les 11 membres? Je vais me sentir obligé de prendre la transition. C'est pas le débat aujourd'hui. C'est pas le débat. Non, mais c'est le débat. Ça fait partie de l'absence de confiance des investisseurs. Voilà. Cyril Motiko va dire un dernier mot et puis on sort de ce sujet. Il y a un travail remarquable que le ministre Issa Chiroma Bakary devrait faire à son poste ministériel. C'est à la communication institutionnelle du Cameroun. L'image du Cameroun est suffisamment écornée à l'extérieur. Les Camerounais font des choses formidables. Vous savez, le mois dernier, j'étais aux États-Unis. Et le sénateur, un des sénateurs du Texas a dit, le principal d'ailleurs, a dit qu'en Afrique, il y a deux peuples qui respectent énormément, les Camerounais et les Ghanéens. Ce sont des gens formidables. Et il explique pourquoi. Il dit, il connaît très bien l'Afrique, il connaît tous les peuples africains, mais il était très marqué par les Camerounais et les Ghanéens. Il dit, parce que je suis parti, je recevais un prix, il dit, le Camerounais peut arriver dans une structure avec un doctorat ou un diplôme d'ingénieur en chimie, on lui dit il n'y a pas de place, et il se transforme en boulanger, et il le fait tellement bien. Il a cette capacité de se réadapter. Ça, c'est vrai. Il dit c'est ça, et c'est un peuple formidable. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi ce pays tarde à décoller avec autant de têtes, autant de cerveaux. Et moi je pense qu'il y a un travail à faire sur le Cameroun. Vous savez, lorsque un bébé est volé dans le